Bonjour et bienvenue au livre audio de Ni vous sans moi, ni moi sans vous de Daniel Mativa, lu par moi, Hugo Bertion. Chapitre 4. Le filtre d'amour. Vint le moment du grand départ. Pendant 2 jours, des armes de portefeuille chargèrent les armoires peintes, les bahuts sculptés, les lourds coffres de vêtements, la tapisserie, les vêtements, la vaisselle d'or et de vermeil, les coffrets bijoux de cuir gaufré et tous les autres biens d'Iseut sur un grand navire envoyé spécialement pour le roi. Avant de quitter ses appartements, la princesse vit venir Brangien et la serra dans ses bras. « Tu ne me quitterais pas, n'est-ce pas? Que devrais-je sans toi? » Brangien, qui avait élevé Iseut depuis la petite enfance, la rassura. Jamais elle ne l'abandonnerait. Elle était même prête à la suivre en exil et elle continuerait à la servir fidèlement comme elle l'avait toujours fait depuis son enlèvement sur les côtes de la Norvège et son adoption par la mère d'Iseut. À cette nouvelle, Iseut retrouvait quelque peu sa bonne humeur et alla chercher un riche coffret décoré d'émaux champlevés. « Tiens, puisque tu m'accompagnes, je te confie ce que j'ai le plus précieux. Regarde, cette boîte contient les bijoux de ma mère et une fiole qu'elle m'a donnée avant de mourir. » Brangien ouvrit le coffret et, au milieu des colliers, des pendants, des fibules et des torques en or, elle découvrit une petite bouteille scellée à la cire et contenant un liquide ambré. Iseut lui expliqua de quoi il s'agissait. « C'est un vin herbé ou un filtre d'amour, si tu préfères. Ma mère, qui, comme tu sais, connaissait le secret des plantes, voulait que je la boive avec mon mari le soir de mes noces. Grâce à lui, disait-elle, je serai assurée d'être heureuse et d'aimer mon époux. L'effet en est assuré pendant 3 ans. Même s'il s'atténue ensuite, seule la mort peut en rompre le charme. J'en prendrai grand soin, n'est-ce pas? Et tu feras attention que personne d'autre n'y tremble les lèvres. » Brangien jura qu'elle lui veillerait comme sur sa propre vie et n'oublierait aucune de ses recommandations. Quand le navire fut prêt à appareiller, Tristan vint chercher Iseut. Les adieux furent touchants. La princesse pleura beaucoup, Brangien aussi. Enfin, les 2 femmes montèrent à bord de la nef de Cornouailles qui leva l'ancre et prit le large, toute voile d'or. Tristan savait fort bien qu'Iseut quittait son pays, le cœur lourd de chagrin. Aussi avait-elle aménagé le bateau pour rendre la traversée la plus agréable possible. À la poupe, il avait fait dresser un somptueux pavillon de drap d'or dans lequel il avait fait placer des tapis d'Orient, des peaux d'animaux exotiques et de coussins moelleux. Iseut s'y enferma aussitôt et, pendant 3 jours, elle ne voulut voir personne. Au 3e jour, Tristan écarta un des pans du rideau de soie qui fermait l'entrée dans la tente et proposa à la belle Cloîtrée de la distraire en lui jouant à la harpe. Allongée, Iseut resta muette. Tristan déduisait que cette proposition ne lui déplaisait pas. Il s'assit donc près d'elle et lui joua un de ses airs anciens qu'elle aimait tant autrefois. Il plaqua un dernier accord. Iseut ne bougea pas d'un cil. Rien ne semblait pouvoir la sortir d'un état profond de prostration dans lequel elle était plongée. Il voulut lui prendre la main. Elle la repoussa avec force. « Iseut, pourquoi êtes-vous si chagrine? » Cette remarque sembla l'embrasser de colère, et elle se redressa furieuse. « Vous osez me demander? Votre histoire de cheveux d'or n'est que conte. Vous m'avez menti! Vous m'avez trahi! Vous m'avez conquise par ruse pour ensuite me rejeter comme indigne de vous. Maintenant, vous m'arrachez au mien et vous vous étonnez que je sois si dolente au point d'en perdre le goût de vivre. Chevalier, ce n'est ni beau, ni franc, ni loyal. Mais vous serez reine. Cette pensée ne vous console-t-elle pas? Je m'en moque. Le roi Marc est pourtant un homme bon et généreux. Il vous chérira. Je suis sûr que vous finirez par l'apprécier. Et puis, auriez-vous préféré partager la couche de ce misérable rouquin? Au moins, lui, je le connaissais depuis toujours et il m'aimait. Oui, être la femme d'un gars aurait été moins répugnant qu'à d'être livrée pieds et poings liés à votre roi comme un esclave docile.
Tristan voulut de nouveau lui prendre la main. Elle se rébecqua en le mordant et l'en griffant. « Ne me touchez pas, je vous haïs! » Et comme folle, elle sortit sur le pont à demi vêtue et se précipita vers la proue du navire. Si Brangin n'avait pas été là pour la ceinturer, nul doute qu'elle serait jetée dans les flots. Le lendemain, jour de la Saint-Jean, Iseult parut calmée et elle accepta que Tristan lui tienne compagnie. Le temps avait aussi changé. À la brise fraîche de la mer d'Irlande avait succédé une chaleur étouffante qui transforma l'océan en un lac immobile de métal en fusion. Puis plus un souffle, puis une vague. Le nef, les voiles pendantes, continua un moment sur son air, puis s'immobilisa. Tristan donna l'ordre de ramer, mais la touffeur était si insupportable qu'un à un les marins en sueur lâchèrent l'aviron et s'affondèrent sur leur banc de nage. Sur le pavillon, Tristan et Iseult jouaient aux échecs. Depuis des heures, ils n'avaient pas échangé un mot, mais parfois, en déplaçant les pièces d'ivoire, leurs doigts se frôlaient et un léger frisson parcourait tous deux. Tristan remarqua qu'Iseult avait découvert ses épaules. Il vit également que sa poitrine palpitait comme celle de quelqu'un qui avait la difficulté de respirer. Il décida de rompre le silence. « Voulez-vous prendre un peu d'air? » Elle fit un signe négatif de terre. « Vous devez avoir soif. Attendez, je vais vous chercher à boire. » Tristan sortit et appela pour être servi. Personne ne répondit. Tout le monde dormait écrasé par le soleil de feu. Il distribua à la ronde quelques coups de pied. Nul ne bougea à l'exception d'une toute jeune servante à la suite d'Iseult, qu'il secoua sa ménagement. « Trouvez-moi du vin! Allez, dépêche-toi! » Apeurée, la fillette courut aussitôt d'un bord à l'autre de bateau à la recherche de ce qu'on lui avait demandé. En dévalant l'échelle menant à la scale, elle buta contre Brangin, qui, elle aussi, s'était assoupie. Elle n'osa pas la réveiller et se mit à fouiller dans les bagues qui s'empilaient tout autour. Elle trouva d'abord un magnifique aname d'électrum, puis elle repara un coffret qui reposait aux pieds de Brangin. Elle l'ouvrit à ses grandes joies. Il contenait un flacon qui, selon toute apparence, contenait du vin. Elle en versa une pleine coupe et, aussi vite qu'elle put, elle regagna le pont brûlant. Iseult l'attendait. Il prit le hanap et rejoignit Iseult. Celle-ci prit la coupe et y but à grands traits avant de la tendre au chevalier qui la vida jusqu'à la dernière goutte. L'effet fut foudroyant. Tristan lâcha le précieux contenant qui roulait sur le plancher. Il regarda Iseult intensément. Elle aussi le fixa comme c'était la première fois qu'elle se voyait. Ils frissonnaient tous les deux des pieds à la tête avec l'impression qu'un rosier sauvage poussait à une vitesse folle s'entourait autour d'eux, ses branches épineuses qui déchiraient le cœur et les enviraient en même temps du parfum de ses fleurs. En d'autres mots, ils souffraient comme des damnés. Mais cette souffrance était si délicieuse que pour rien au monde il n'aurait voulu qu'elle prît fin. Alors il restait là, les yeux dans les yeux, égaré, détaché de tout, et c'est dans cet état que Brangin y trouva. Car, entre-temps, le vent s'était soudainement levé, les voiles s'étaient retendues, et tous ceux qui étaient à bord étaient sortis de leur torpeur comme on quitte un rêve. Brangin, la première, avait repris conscience, et tout de suite elle s'était aperçue que quelqu'un ouvrait le coffret dont elle avait la garde. Prise d'un terrible pressentiment, elle avait alors quitté la cale, déclos le bec de la petite servante et gagné à grands plans le château arrière où se dressait le fameux pavillon. Elle y trouva les deux amants toujours en contemplation et s'arracha les cheveux de désespoir. « Dieu du ciel, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma honte! Honte sur moi! À cause de ma négligence et l'étourdie de cette excervelée! Vous aurez bu votre mort! Mon Dieu! Mon Dieu! Quel malheur! » Ces lamentations eurent pour effet de rompre en partie le charme qui tenait Tristan et Iseult comme envoûtés et aimantés du regard. Iseult soupira. « Mon ami, amour me harde et me transite. Que n'ai-je y succombé aux blessures de mon père? Vous infligez du poison mortel du sang du dragon. » Et Tristan plaignit à son tour. « Quel beau chevalier j'ai fait! Me voici prêt à oublier tous mes devoirs, à renier tous mes serments pour cette femme. Que penserait moi,
le preux Rivolène, mon père, il est douce blanche fleur, ma mère. Et mon oncle est si généreux que m'aura-t-il me pardonner pour un tel crime? Chacun de leur côté, ils résistaient ainsi de toute leur force à leur coupable désir. Mais, dans les combats de l'amour, la raison n'a aucune chance, et les redoutables flèches de la passion manquent rarement leur cible. Ils finirent donc par succomber, car plus ils luttaient, plus leur corps se fauchait, et plus leurs mains se nouaient, plus le lait se cherchait. Alors, sous les regards horrifiés de Brangin, à gestes maladroits, Iseult commença à déshabiller Tristan, et Tristan à dénuder Iseult. Quand ils furent aussi nus qu'Adam et Ève sortis de la main de Dieu, elles hésitèrent une minute qui dura une éternité. Puis leurs deux corps s'unirent avec la violence de deux vagues se brisant sur le même rocher. Lui montant en assaut avec cette rage froide de celui qui sait fort bien qu'il est en train de damner. Elle s'accrochait à lui désespérément et l'accueillant avec le fatalisme de celle qui accepte sa chute et se donne tout entière sans pudeur ni remords. L'un et l'autre incapables de prendre un instant de repos, l'un et l'autre emportés dans un tourbillon de cette danse de vie et de mort. Iseult, les reins arqués, les seins gonflés, le ventre insatiable, riait et pleurait à la fois. Tristan, l'œil fou, baignait en silence, comme un chasseur enfonçant son épieu dans les entrailles de sa poix gémissante. Quand à la fin ils retombèrent, épuisés, couchés flanc à flanc, Iseult, sa chemise rouge de sang, n'était plus vierge. Et Tristan, honteux, avait perdu à jamais son honneur de chevalier. À l'extérieur, un cri retentissant les ramena brusquement à la réalité. « Terre! Terre en vue! » C'était la vigie qui, du haut du Grama, avait aperçu à l'horizon le mince filet de la côte de Cornouailles. À cette nouvelle, Iseult se releva, égelevée, et fut saisie de panique. « Qu'avons-nous fait? Nous sommes perdus, car le roi apercevra que je ne suis plus pucelle. Il me tuera, comme le veut la loi. » Tristan, encore hébété, la serra dans ses bras et lui promit par bavarde. « Non, il ne vous fera rien. Je le tuerai d'abord et je me tuerai après. » Loin de la calmer, ces folles idées plongèrent Iseult dans une angoisse encore plus insupportable. « Brangin! Où est Brangin? Appelez-le, tout est sa faute! » La malheureuse servante, atterrée par les conséquences tragiques de son manque de vigilance, n'était pas loin. Recroquevillée dans un coin, elle tremblait de tous ses membres et, quand elle vit Tristan, il crut sa dernière heure venue. « Brangin, ta maîtresse te réclame. » La pauvre machine, les larmes aux yeux, entra dans le pavillon et, en voyant Iseult à garde, la chemise souillée et les cheveux défaits, elle retrouva sans même y penser les gestes habituels de la domestique attentionnée. Elle la frictionna à l'aide de parfums. Elle l'aida à revêtir une chemise de laine toute neuve qu'elle alla acquérir dans son propre coffre de voyage. Elle jeta ensuite les vêtements maculés par-dessus bord. Puis, à l'aide d'un peigne de nacre, elle se mit à peigner doucement les cheveux magnifiques de celle qui, dans les circonstances, n'était plus la princesse d'Irlande, mais une simple femme en péril de mort, et tout ça à cause d'elle. Alors, tout en tressant la merveilleuse chevelure de sa maîtresse, Brangin eut une idée. « En dehors de la couleur de mes cheveux qui sont de voisins, je vous ressemble, madame. J'ai la même taille, à la faveur de la nuit, et si je parviens à me glisser dans les lits du roi, je pouvais peut-être me faire passer pour vous. »« Tu ferais ça, hein? » s'éclama Iseult, étonnée et reconnaissante. « Oui, pour réparer ma faute. Et après tout, l'honneur d'une pauvre fille comme moi n'a pas le prix de celui d'une reine. » Égoïstement, Iseult approuva aussitôt le stratagème. Tristan, en qui demeurait malgré tous les lambeaux de principes chevaleresques, manifesta quelque répugnance à tromper en la bonne foi de son oncle. Mais, pour l'amour d'Iseult, il acquisa finalement. Quiconque, ce jour-là, assista à l'arrivée triomphale de Tristan et Iseult dans le port de Tintagel, ne put rien deviner ce qui s'est passé pendant la traversée. Tristan, en armes, avait l'air hautain et impassible du parfait chevalier. Iseult, tout de vert habillé, avait l'air d'une fille sortie des anciens contes.
Le roi Marc donna l'accolade à son neveu et, malgré son âge, il mit un cheveu à terre pour baiser la main de sa future femme. Le mariage eut lieu dès le lendemain, et Gémeaux ne vit sous les hautes voûtes de la chapelle de Tintagel à la fois époux plus épanoui et mari à la mine plus triste. Mais qui remarqua cette infinie tristesse? Qui remarqua le mouvement de crainte et de la reine? Et le regard qu'elle adressa à Tristan lorsque le prêtre, venu spécialement de Mont-Saint-Michel, déposa la couronne d'or de Cornouailles sur sa guimpe immaculée, qui s'aperçut du léger tremblement de la voix d'Iseult au moment de l'échange des consentements. Personne, sauf Tristan qui, pendant toute la cérémonie, serra les poings de rage, de jalousie. Les fêtes qui suivent le mariage royal furent somptueuses. Il y eut un grand tournoi au cours duquel Tristan, debout sur les étriers, fit mordre la poussière à tous ses adversaires et jouta avec une telle violence que deux d'entre elles moururent, la poitrine défoncée. Il y eut une magnifique parade en tête de laquelle le roi rayonna de bonheur chevaucha aux côtés d'Iseult dans les rues pavoisées jonchées de menthe et de glaïeuls. Il y eut des marmoussets, des jeunes paysannes couronnées de robes et de soucis qui carolèrent sous les arbres enguirlandés. Il y eut une grande disposition de cadeaux, des miches de pain, des barriques de vin et des mules pour le peuple, des plantes fourrées, des robes de soie, des armes de prix et des chevaux pour les gens de qualité. Il y eut le soir un grand banquet au château où l'on servait à pleine table champons et cygnes rôtis, porcelets, chevreaux farcis, têtes de sanglier, brochets, surgeons, faisans et paons, la queue déployée tout arrosée de cervoise, de vin de Bourgogne et d'Hippocrate. On s'amusa beaucoup, on chanta. On se jeta au visage de la farine, de la suie et des œufs. Le roi Marc, encouragé par son neveu, fut beaucoup plus de coutume et ne tarda pas à sombrer dans une joyeuse ivresse, tant et bien que, lorsque vint le temps d'aller se coucher, elle se trouva si chancelante qu'il fallut que Tristan le soutint pour le conduire jusqu'à la chambre nuptiale. Iseult était déjà là. Si belle que sa seule présence ensoleillait la pièce, vêtue d'un bliot de samit presque transparent et d'un surcot bordé d'hermine, elle priait au pied du lit. Quand elle vit le roi s'approcher d'elle en titubant, elle se retira pour se déshabiller et, avant de se glisser sous les couvertures de martre et de drap d'or, elle prit bien soin de souffler d'un seul coup tous les bougies du grand chandelier de fer forgé qui éclairait les yeux. Le roi Marc protesta. « Mamie, pourquoi avez-vous éteint la lumière? » Iseult chuta avec aplomb. « Monseigneur, c'est la coutume d'Irlande. Dans mon pays, on fait ici. » Dans l'obscurité, le roi heurta un des coffres en pin qui meublait la pièce et s'assama à moitié sur une des colonnes du lit. Elle s'affaissa tout au long sur sa couche. « Ma femme, où êtes-vous donc? » bredouilla-t-il d'une voix pâteuse en rampant tâtons à travers du lit. Iseult se garda bien de la guider. Au contraire, profitant des ténèbres, elle se leva sur la pointe des pieds et se hâta vers la porte qui venait justement de s'entrebâiller sans bruit. Deux silhouettes se croisèrent, celle d'Iseult qui sortait subrepticement de la chambre et celle de Brangin qui entrait prendre la place de sa maîtresse sur la couche royale. Le roi Marc était bien trop ivre pour s'en rendre compte de ce que ça soit. À demi endormi, elle finit malgré tout par mettre la patte sur le corps élongé près de lui. C'était Brangin, inerte et froide comme un gisant de pierre. Il embarqua sur elle avec un grognement bestial. La malheureuse gémit sous cette masse folle qui l'étouffait. Elle la força à écarter les jambes et la pénétra laborieusement en lui arrachant des cris de douleur qu'elle étouffa de son mieux, en serrant les dents et en s'en bâillonnant elle-même du revers de la main. Le roi prit son plaisir en quelques coups de rein, puis il retomba sur le côté, répu et content. Une minute plus tard, il ronflait comme une brute. Brangin ne bougea pas. Elle attendit d'être bien sûre que le gros homme ne se réveillait plus avant l'aube pour quitter la chambre en catimini. Tristan l'attendait dans l'ombre. Elle voulut lui parler à la retenir, mais elle se dégagea en pleurant et s'enfuit d'une telle biche blessée. Tristan le suivit de peur qu'elle ne donnât l'alarme et ne fit échouer le plan convenu.
Iseult arriva peu après et se faufila à son tour dans la chambre pour reprendre sa place dans le lit royal. Le roi Marc, couché sur le dos, n'avait pas bougé. Il sentait affreusement le vin et le vomi. Iseult, dégoûté, lui tourna le flanc et commençait juste à s'assoupir quand elle entendit les gonds de la porte grincer imperceptiblement. Une ombre se penchant à travers des lourds rideaux entourant le lit. « Tristan !» C'était bien lui. « Vous êtes fou !» murmura Iseult. « Il peut vous surprendre. Je connais mon oncle. L'alcool l'assomme. Nous risquons absolument rien. » « Mais que voulez-vous » Question inutile, car Tristan la tenait déjà enlacée, et elle-même, bravant le danger, lui rendait ses baisers fougueux. Sonnait les couchants du coq, que Tristan s'éclipsa de telle manière que, lorsque le roi s'éveilla, ce fut bien une femme alanguie et comblée qu'il retrouva près de lui. « Avez-vous bien dormi, mamie ?» demanda le roi en filant ses chausses et en esquissa un triple signe de croix. Iseult s'étira en soupirant d'aise. « Fort peu, monseigneur !» Le roi Marc prit cela comme un compliment détourné et en déduisait qu'en dépit de son ivresse, qui ne lui avait pas laissé aucun souvenir précis de la nuit passée, il avait déjà été à l'auteur de ses attentes de la jeune femme et avoir pleinement rempli son devoir conjugal. Elle se gratta le ventre et, tout en rafraîchissant le visage en se lavant les mains, il cria « Holà, à boire !» Iseult n'attendait qu'à cette occasion pour intervenir. « Laissez-moi, Seigneur, j'ai ici un flacon de vin, cadeau de ma défunte mère. » C'est en fait le reste du boire d'amour que Brangère avait conservé dilué. Elle le vida dans 2 coupes d'argent. Le roi vida la sienne d'une seule gorgée. Iseult, elle, fit semblant de boire dans la seconde. Et, dès que le roi Marc détourna la tête, elle en renversa le contenu sur le sol. L'effet fut instantané. Le roi Marc, enamouré, perdit tout jugement critique et succomba complètement au charme d'Iseult. Dès qu'il fut levé, il répondit donc avec bonne grâce aux plaisanteries grivoises des seigneurs venus lui rendre visite, et c'est avec un orgueil non dissimulé qu'il regarda les lingères rieuses changer le drap du lit, au milieu duquel s'étalait une large tache de sang, preuve indubitable que sa femme était bien vierge au soir de ses noces. Ainsi, se maintenant, grâce au sacrifice d'Abrangin, Iseult parut devant la cour, plus rayonnante que jamais, si belle que le comte Cariado lui-même vint lui rendre hommage et souhaiter au roi or nombreux. Quand Tristan il partit à la chasse et tut un grand cerf dont il offra les bois au roi Marc, qu'à Brangé, nul ne la vit de la journée.